Bonjour à tous. Nous allons commencer cette deuxième journée technique 2021 à Fresnes et en ligne et en parallèle puisqu'il y a des ateliers dans cette salle et il y en a dans la salle numéro 2 avec des ateliers en parallèle en trois sessions dans chaque salle. Et nous allons commencer ici avec deux sessions successives sur le sujet des solutions pour le transport frigorifique de demain. Et nous le ferons en deux parties avec une pause café entre les deux. Pour commencer la première partie que je vais introduire, nous présenterons ensuite les multitempératures, multicompartiments avec Franck Altmaier de Lamberey qui nous présentera ce sujet. Puis nous aborderons les questions de technologie de production de froid par adsorption avec les solutions de Coldway présentées par David Tadiotto. Autoclimat, David et Simone nous présentera leur concept de climatisation dans le domaine des transports. Et puis, nous terminerons ce premier volet avec les solutions de mobilité de cluster sur le dernier kilomètre et le sujet qui se développe beaucoup aujourd'hui. Nous aurons ensuite les groupes Silencio par Marc de Vidal de Frappa, puis les innovations pour accompagner les innovations techniques, les innovations dans le laboratoire, puisque nouvelle solution égale nouvelle qualification. Et ensuite, nous passerons à des sujets sur les eutectiques avec Colcar qui présentera ses carrosseries frigorifiques équipées de systèmes eutectiques avec Michel Lered. Et puis, nous terminerons avec l'isolation et deux sujets, un sujet générique sur l'évolution des isolations que présentera Giuliano Caselli de Tecnia Italia. Et puis, pour terminer, l'isolation par les panneaux sous vide avec Bruno Étain de Chéreau pour clore ces sujets sur les solutions de demain, alors, qui sont déjà des solutions parfois d'aujourd'hui, mais qui sont les nouveautés récentes ou à venir sur le marché. Alors, pour commencer et pour positionner ces solutions de demain, quelques éléments génériques sur le transport et sur son évolution. Depuis près de 200 ans, on a du froid artificiel, mais avant, on a transporté aussi du froid, en particulier de la glace naturelle. Le transport frigorifique à proprement parler a commencé il y a un siècle et demi, n'a cessé d'évoluer depuis. Et aujourd'hui, il faut nous poser la question de savoir quelles seront les évolutions de demain et quel sera le camion frigorifique en 2050. Ce n'est finalement pas si loin que ça en termes de calendrier. Alors, le parc est un parc en évolution sur différents aspects. Alors, en évolution parce que eh bien, il se développe dans le monde entier. On n'a pas forcément aujourd'hui un parc très homogène au niveau mondial, c'est même plutôt très hétérogène. Et puis, il évolue aussi en termes de typologie de transport. Et c'est le cas dans différents endroits du monde. Le transport évolue aussi dans les outils du transport. On parle beaucoup du camion, de la camionnette, de la semi-remorque, mais il ne faut pas oublier que le transport est multiple et qu'il y a des solutions de transport qui sont parfois complémentaires, parfois concurrentes, mais de plus en plus complémentaires, et c'est en particulier le cas, la pandémie de Covid-19 et la distribution de vaccins l'a mis en évidence, mais nous défendons cette position depuis longtemps, et que les emballages, les petits conteneurs sont des solutions complémentaires du camion frigorifique, de la semi-remorque frigorifique. Un emballage n'est jamais meilleur que quand il est dans une ambiance qui est relativement maîtrisée, et un camion n'est jamais meilleur que quand les interfaces sont bien maîtrisées, en particulier sur des produits particulièrement sensibles aux variations de température. Donc, emballage, petit conteneur, conteneur maritime, aérien,
camions, camionnettes, semi-remorques sont tous aujourd'hui des éléments que nous devons prendre en compte dans les solutions de transport, soit parce qu'ils sont combinés, soit parce qu'ils répondent à des besoins spécifiques. Alors, au niveau mondial, le parc de matériel de transport aujourd'hui est évalué entre 4 et 5 millions de véhicules de transport terrestre, essentiellement camionnettes, camions, semi-remorques, et 1 à 2 millions de conteneurs maritimes équivalents 20 pieds. Ça, ce sont les évolutions actuelles, mais la situation est très différente dans les différents continents et différents pays. Si l'on prend notre situation en France, nous avons à peu près 150 000 engins, dont 120 000 sont des engins ATP ayant une attestation valide à l'instant T, ce qui veut dire qu'il y en a peut-être 125, 130 qui sont conformes à l'ATP à l'instant T, mais il y a des retards d'attestation, des renouvellements, etc. Ça donne à peu près un engin pour 450 habitants, ce qui est grosso modo la moyenne européenne. Mais si l'on va en Chine, on est à plutôt 1 pour 15 000 habitants, avec 130 000 véhicules environ. Et si on va en Inde, on est à 1 pour 150 000 ou 200 000 habitants, ce qui donne des potentiels de croissance. Et donc, ce parc évolue. La Chine avait 30 000 véhicules est passé à 130 000, donc plutôt x4 ou x5 en 10 ans. Donc, des taux de croissance de parc importants. Globalement, le parc croît de 4, le transport frigorifique, c'est un marché qui croît de 4,8% par an, le marché du matériel à l'échelle mondiale. Le parc français, donc les 120 000 engins ATP en France sur le transport terrestre représentent en gros une moitié de vulles, un quart de semi-remorques et un cinquième de camions si on fait des traits à la serpe, avec des évolutions. C'est à peu près un âge moyen de 5 ans, une durée de vie moyenne de 10 ans et un renouvellement d'environ 15 000 engins par an sur le parc français. Mais ce parc évolue. Si on prend les évolutions ici juste par taille, par typologie de matériel, eh bien on voit que les évolutions des semi-remorques, le parc est plutôt en croissance, comme les camionnettes, comme des camions, mais pas forcément avec les mêmes taux de croissance. Et surtout, depuis une paire d'années, on voit beaucoup évoluer le parc des petits véhicules, tout ce qui est la livraison du dernier kilomètre, qui est le sujet qui est le plus en évolution. Alors, quels sont les défis à relever? Quels sont les défis que doivent relever les fabricants, mais aussi les utilisateurs, et quels sont les défis que nous devons relever derrière comme laboratoire de certification et comme expert? Alors, le premier, c'est le défi de la typologie du transport. Alors, je vais rappeler quelques chiffres que j'ai donnés hier, mais nous avons des évolutions très fortes sur des sujets de distribution. Alors, évidemment, tout le monde a en tête ces derniers mois la distribution du vaccin, mais qui est en volume et finalement relativement modeste par rapport à d'autres évolutions, beaucoup plus de fonds et qui nécessitent beaucoup plus de matériel, en particulier sur la logistique alimentaire. Mais quand les drives multiplient par 3, par 2 leur volume de distribution, eh bien, ce sont des indicateurs des besoins que nous avons pour le dernier kilomètre pour livrer toutes ces marchandises jusqu'au client qui va de moins en moins les chercher dans les commerces. Donc, un premier défi qui est un matériel adapté à un nouveau service de transport, nouveau service de distribution, nouveau matériel. Le deuxième, c'est celui des fluides frigorigènes, qui reste un des vrais sujets sur le transport. Le transport est le secteur d'activité où les fluides qui sont interdits sont encore les plus présents. Même si vous avez ici les mises en marché en France sur les engins ATP des fluides en nombre d'engins sur les 10 dernières années, le 404 n'a vraiment baissé de présence que sur les 2 ou 3 dernières années, remplacé par le 452 qui n'est pas non plus la panacée et dont on sait qu'il est condamné à court terme. Dans le parc en service, on a encore une très très forte part de R404A et donc on sait tous que nous devons trouver des solutions, le 452A n'étant qu'une solution à très court terme. Et donc, c'est un vrai défi. Le transport frigorifique est dans le froid, le secteur qui est le plus en retard en termes de transformation. Et nous savons que la F-Gas est en cours de révision, que nous aurons un projet à la rentrée avec de nouvelles règles et que le transport frigorifique finira un jour ou l'autre par passer sous les fourches codines de la réglementation.
Donc, c'est un vrai défi pour tout le monde que de remplacer les fluides frigorigènes actuels du transport frigo par des choses durables à plus long terme. Le deuxième, c'est celui de la technologie de réfrigération. Parce qu'on parle de fluide, on parle de fluide parce qu'on a des groupes à compression de vapeur, à évaporateur ventilé ou marginalement à plaque tectique. Et sur le panel des puissances aujourd'hui installées, qui, si on fait ce découpage de 0 à 2,5 kW, de 5 à 5, de 5 à 10 et au-delà de 10, on a à peu près des parts de marché, on coupe le gâteau en 4, hein, grosso modo. Eh bien, on sait qu'il y a des solutions, les solutions en gris, ce sont les solutions historiques, classiques, hein, de compression de vapeur, avec ou sans plaque effective. Hein. Donc, globalement, ce sont ça les technologies qui représentent 97%, 99% du marché. Et puis des technologies de niche aujourd'hui, que ce soit la cryogénie liquide gaz pour les grosses puissances, la cryogénie CO2 comme on en a dans la cour sur les petites puissances, et puis les systèmes à sorption, comme on en a aussi plusieurs exemplaires dans la cour sur les petites puissances. Mais on a aussi ce défi de la technologie. Est-ce qu'on peut travailler sur les technologies de production de froid et leur hybridation en particulier, si on parle de sujets comme le CO2 et les éjecteurs avec de la compression. Et puis, même si ces défis sur la production de froid sont importants, on a aussi un jeu à gagner important qui est que le premier kilowatt économisé, c'est celui qu'on ne va pas dépenser. Et ça joue sur plusieurs facteurs. La typologie des véhicules, on parlera tout à l'heure de multitempérature, qui est un facteur de réduction des consommations par la conception et l'utilisation. Les types d'isolation, on en a parlé hier dans certains sujets de prospective, et l'évolution des performances d'isolation dans le passé, les augmentations aujourd'hui et des possibilités de réduire cette performance. Et maintenant, place à l'innovation. Et il faut réfléchir, on a tous à se creuser la tête sur tous ces sujets. Et donc, je pense que toutes les idées sont bonnes. Je pense qu'en particulier, on peut s'intéresser à d'autres technologies, à d'autres sujets. Par exemple, pour de l'inspiration, je vous invite à vous poser la question des points communs entre l'objet de droite et l'objet de gauche. Alors, il y en a plein, on peut en trouver des quantités, mais outre le fait que le vin peut élever l'esprit et aider à réfléchir en quantité modérée, évidemment, il y a plein d'autres points communs entre ces deux objets, y compris dans leur évolution technologique passée, présente et future. Et donc, je pense que ça peut être une façon de réfléchir à l'innovation dans le transport frigo aujourd'hui et demain. Vous verrez, si vous prenez 5 minutes sur le sujet, vous trouverez pas mal d'idées. Il y a plus de cette erreur entre les deux. Voilà pour l'introduction. Et puis, je vais laisser la parole à des sujets beaucoup plus concrets et à vos présentations. Et Franck, je te remercie en tant que directeur produit de Lamberet d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter les solutions de transport multi-compartiment, multi-température. Et tu as les boutons pour faire. Super, merci Gérald. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je vais essayer de vous parler un peu du présent pour arriver au futur. Donc, aujourd'hui, on a quand même pas mal de produits. Ça marche comme ça, j'imagine, deux fois. Ah, d'accord, voilà. C'est ça. Donc, on a quand même plusieurs facteurs qui sont les attentes des consommateurs, la multitude des marchandises transportées dans un même véhicule, la nécessité économique de productivité des transporteurs qui renforcent la recherche de solutions, de solutions de la mutualisation du transport. Aujourd'hui, dans le véhicule frigorifique, on peut avoir du sec, on peut avoir du température dirigée et on nous demande même de mettre d'autres produits à l'intérieur d'un même véhicule. Donc, le cloisonnement est quand même une solution qui devient de plus en plus pertinente et même nécessaire. Il existe dans toute la gamme du transport sous température dirigée, que ce soit sur le petit véhicule, le moyen tonnage, jusqu'au véhicule le plus gros, puisque même sur des semi-remorques, on a des multi-compartiments assez développés maintenant. Lorsqu'on maîtrise parfaitement la massification du transport, on a une réponse économique et une réponse écologique certaine sur ce genre de transport. Là, je vous ai mis quelques
exemples qui existent aujourd'hui sur des véhicules déjà un petit peu aboutis. Dans le secteur du transport des produits de santé en particulier, c'est quelque chose qui est complètement bien maîtrisé. Le dernier kilomètre, Gérald en a parlé tout à l'heure, même dans les produits de santé, c'est important. Aller jusqu'à l'officine ou aller jusque chez le pharmacien de l'hôpital pour livrer, il faut aller vraiment au dernier point. Et les solutions qu'on a avec les cloisonnements fixes, mobiles, même avec dans les cloisonnements des passages pour pouvoir passer en latéral ou passer depuis l'intérieur du véhicule vers un compartiment ou un autre, sont maîtrisés et fonctionnent assez bien aujourd'hui. On a la même chose sur d'autres véhicules qui sont plutôt des véhicules que j'appelle moi constructeurs, donc les fourgons. Les fourgons, c'est plutôt des véhicules d'un petit gabarit sur lesquels on peut mettre des solutions de kit carrosserie complètement adaptées. Et là, on va avoir des véhicules qui vont être dans un format très centre-ville pour rentrer vraiment dans des endroits de plus en plus petits, avec des tunnels, voire avec des halls d'entrée qui sont très bas. Ça, c'est une solution qu'on maîtrise bien. Et la demande, elle est même jusqu'à du 3 compartiments, pas forcément tous régulés. C'est-à-dire, on nous demande souvent maintenant un transport en frais, un transport en surgelé, et même un transport en sec ou sur des produits autres qu'alimentaires. Donc, il faut avoir une modularité très forte sur ce genre de produits. Dès qu'on va passer un petit peu plus haut dans le tonnage, on arrive sur des solutions encore plus évoluées. Plus il y a de volume, plus il y a de possibilités de chargement, plus il y a de possibilités de cloisonnement. Là, en l'occurrence, on va avoir des véhicules avec des accès latéraux, plus des accès arrière et encore plus des accès intérieurs. Donc, ça fait des variantes assez fortes. Et tout ça, il faut que ça reste modulaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut pouvoir accéder depuis l'intérieur, soit du côté droit du véhicule, soit du côté gauche du véhicule. Tout ça fait que le cloisonnement doit être très simple, très performant, mais aussi très facile à utiliser. Et on sait que le cloisonnement, c'est quelque chose qui est maltraité, entre guillemets. Hein. Au moment du chargement, ce n'est pas facile, à la décharge des chargeurs, de s'arrêter au millimètre ou au centimètre près devant la cloison ou d'éviter qu'en relevant la palette, on vienne accrocher une partie de cette cloison. Donc, on a intérêt aussi à trouver des solutions, et c'est en tout cas ce qu'on cherche, nous, chez Lamberet, des solutions assez simples, assez légères, mais en même temps très résistantes. Donc, dès qu'on passe sur le poids lourd, donc les véhicules qui sont plutôt des gros porteurs, voire des semi-remorques, il arrive une solution assez nouvelle, qui est maîtrisée pour certains. Le Monde, par exemple, qui fait la distribution hors foyer, la restauration hors foyer, pardon, et quelque chose qui est bien maîtrisé, c'est le cloisonnement longitudinal. On a tendance à penser toujours au cloisonnement transversal, mais le cloisonnement longitudinal est assez intéressant. Et là, on a un vrai défi, un défi dimensionnel, puisque le conditionnement reste la grande majorité soit des palettes, soit des rolls, et il faut garder la possibilité d'avoir un chargement complet sans avoir de problème de largeur quand on est dans chaque compartiment. C'est des solutions qui sont assez nouvelles, anciennes, on va dire, d'un point de vue pratique, mais assez nouvelles d'un point de vue technologique, puisque là, il faut maîtriser un cloisonnement longitudinal fin, résistant et performant d'un point de vue isothermique. Et là, il y a des technologies, et Gérald en a parlé tout à l'heure, sur des isolations un peu nouvelles, différentes, du moins nouvelles, c'est un peu beaucoup, mais enfin différentes de celles qu'on pratiquait précédemment, pour pouvoir avoir et la résistance mécanique et la résistance isothermique nécessaires à un traitement. J'avoue que dans ce genre de véhicule, c'est plutôt des traitements assez forts avec des cadences d'utilisation importantes, et donc on peut avoir des problèmes d'usure ou de rupture assez rapidement. Donc on ne peut pas aller sur un compromis, on est obligé de passer sur des solutions technologiques assez abouties. Sur ce même genre de véhicule, pardon, on a des solutions avec les rideaux d'air. On va parler de cloisonnement, mais si on parle de cloisonnement, on a souvent beaucoup de phases de distribution avec des ouvertures de portes plus ou moins longues. Et pour essayer de limiter les échanges thermiques entre l'intérieur et l'extérieur et vice-versa, on utilise pratiquement maintenant de manière standard des systèmes de rideaux d'air qui viennent couper un petit peu ces risques d'échange de température. Enfin, on arrive à une cloison plus classique, c'est la cloison transversale, qui est la plus élaborée, si ce n'est qu'en quelques 30 ans, elle n'a pas beaucoup évolué, elle est toujours aussi compliquée, toujours aussi lourde, toujours aussi chère, il faut le dire, hein, et elle est très compliquée à entretenir. Là, on a cherché, la profession a cherché à essayer de diminuer d'un point de vue, d'améliorer l'ergonomie de ce genre de matériel, déjà en divisant les panneaux. Alors d'avoir des monopanneaux, on essaie de passer sur des panneaux qui sont soit demi-demi, soit des 2 tiers, 1 tiers, en fonction de l'exploitation.
Mais là, vraiment, la vraie innovation, elle va être surtout dans les matériaux en lui-même. On a la chance d'avoir bénéficié maintenant de matériaux très, très intéressants d'un point de vue résistance mécanique. En même temps, des masses isolantes qui sont de plus en plus hydrophobes, et ça, c'est très important, puisqu'on avait tendance un peu dans le temps à charger un peu d'humidité et donc de prise en glace qui pouvait gêner dans la tenue du véhicule. Les solutions qu'on propose aujourd'hui sont vraiment assez élaborées de ce côté-là, avec des isolations complètement hydrophobes, des parements ou des protections de parois qui sont plutôt de type polycarbonate, donc un peu ce qui est utilisé pour la protection des gilets pare-balles ou la protection qui est aussi des boucliers, des CRS ou des choses comme ça. C'est cette technologie qu'on va utiliser. Et on sait qu'avec des systèmes de collage, on arrive à avoir un rendement qui est assez intéressant, résistance, performance isothermique, poids. Au-delà de ça, il ne faut pas s'arrêter à ça. Parce que même si on a diminué de manière drastique le poids des parties relevantes, il reste toujours les contacts contre les parois, les reprises d'air, enfin les éléments de ventilation, mais aussi d'assistance. Quand on parle cloisonnement, on pense peut-être souvent cloisonnement fixe. Le cloisonnement mobile est quelque chose qui est aussi très intéressant pour moduler et pour pouvoir optimiser les volumes de chargement et s'adapter en fonction des plans de chargement. Et là, l'avenir, c'est plutôt sur de l'assistance à faire du relevage, à notre avis en tout cas, plutôt que de faire que des systèmes classiques mécaniques comme on a aujourd'hui. Donc, si je parle un petit peu d'avenir, puisque c'était le but d'arriver à cet élément-là, le produit, il a besoin, les besoins augmentent. Les attentes donc émergent, et les nouvelles attentes qu'on a pu identifier au moins ces derniers temps, c'est celle-ci, c'est la performance isothermique, il faut qu'elle reste. Les échanges entre les compartiments, les différents compartiments peuvent être importants. On peut avoir du plus 6 d'un côté et on peut avoir du moins 25 de l'autre avec des ouvertures de portes. Donc, il faut rester quand même assez étanche. Il nous faut toujours travailler sur l'allègement. Ça, c'est clair, l'allègement sans détériorer la performance mécanique et la modularité des chargements. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fixe chaque compartiment à un volume donné, la possibilité de productivité de transport est limitée. Avec des systèmes modulaires, des systèmes qui peuvent bouger, qui peuvent s'ouvrir, on arrive à faire quand même des solutions qui sont multi-services, multi-compartiments, multi-progression. Enfin, l'ergonomie, elle est toujours très, très importante. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'assistance. L'assistance, c'est quelque chose sur lequel on y croit vraiment, il va falloir le faire. Un conducteur qui va ouvrir une quinzaine de fois la cloison par tournée, dans des conditions pas toujours évidentes, et avec un encombrement devant, un encombrement derrière, c'est quand même très, très limité. Et les problèmes de TMS sont loin d'être innocents sur les manipulations de cloison. Aujourd'hui, c'est reconnu et il nous faut tous travailler dans ce sens-là. La maintenance prédictive, c'est quand même un produit qui est quand même sollicité avec pas mal de chocs, pas mal d'éléments, donc un coût d'achat, un coût de maintenance, un coût de vie qu'il faut aussi de maîtriser le plus possible. Et nous, on est complètement convaincus qu'en maîtrisant, en sachant comment on va utiliser le véhicule, on va pouvoir anticiper et les maintenances, et au lieu d'arriver à des ruptures de matériaux, de pouvoir remplacer avant qu'on ait rupture. Et enfin, la dernière chose qui est très, très importante, en tout cas pour l'avenir, c'est la connectivité des cloisons. Alors, ça ne paraît pas si simple, pas si évident que ça, mais aujourd'hui, on sait quand même pouvoir dire qu'en fonction de la position de la cloison, on va pouvoir envoyer des informations auprès de la machine de production de froid, de manière à ce qu'elle puisse s'ajuster en fonction du volume ou des éléments à pouvoir produire. Je m'explique, c'est-à-dire que si on a un grand compartiment arrière, eh bien, la position de la cloison donne l'information et un volume temps va donner un régime maximum ou une puissance maximum au groupe frigorifique. Si on va réduire le volume, au fur et à mesure qu'on va réduire, on va pouvoir donner des informations pour que les machines de froid puissent s'ajuster le plus près possible du besoin du compartiment donné. Et enfin, pour terminer complètement, une des solutions, et Gérald en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est de se servir des matériaux, des cloisons en elles-mêmes pour pouvoir devenir un produit qui génère le froid. En gros, de se servir des faces latérales, de servir des cloisons, des séparations longitudinales transversales, comme un radiateur de froid, comme un émetteur de source de froid ou de chaud, et de pouvoir, au lieu d'utiliser du froid mécanique ou avec des évaporateurs comme on a aujourd'hui, de se servir plus de rayonnement et d'utiliser les faces pour pouvoir faire un produit bien, pour pouvoir avoir multi-compartiments et multi-températures. Et voilà.
Je te laisse merci Franck pour cette présentation qui touche effectivement plusieurs volets de technologie d'innovation, des choses déjà disponibles, des choses qui le seront dans le futur, des choses qu'il faut essayer, et à la fois sur la production du froid, sur l'isolation et sur l'utilisation, les trois défis que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont, je pense, les défis principaux du futur, et merci de les avoir illustrés tous les trois. Nous allons continuer avec les solutions de réfrigération à absorption. David, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour à tous. Voilà, eh bien, je te laisse la parole et pour avancer les diapositives, tu donneras le top et Vincent fera passer la présentation. Parfait, très bien, merci. Merci Gérald. Donc, bonjour à tous. Donc, merci pour cette invitation à ces journées techniques. Et comme l'a dit Gérald en introduction, je vais vous présenter une solution de froid pour la logistique, en particulier le dernier kilomètre, sachant qu'effectivement, il y a d'autres solutions qui existent. Mais on va voir aujourd'hui les mérites, les avantages de la technologie de froid absorption thermochimique pour le dernier kilomètre, donc pour aujourd'hui et également pour demain. Donc, en page 2, vous voyez donc nous avons résumé ici plusieurs atouts de la technologie. Et pour commencer, en premier, ce qu'on va retenir, c'est en particulier l'aspect environnemental. Vous savez qu'aujourd'hui, ça a également été dit en introduction, la F-gaz est très challenging, comme on dit, pour les fluides frigorifiques et pour le transport frigorifique. La technologie Coldway utilise un réfrigérant naturel donc non carboné, bien connu, le R717, et effectivement non totalement compatible avec la F-gaz. L'autre point particulier, c'est une énergie verte et peu coûteuse. Énergie verte, donc pas d'émissions de carbone. Nous, on est sur une solution totalement indépendante de la chaîne de traction du véhicule. C'est-à-dire que ce soit un moteur thermique ou un moteur électrique, on ne va pas consommer d'énergie embarquée qui est liée à la chaîne de traction du véhicule. Et enfin, donc quelque chose qui est très intéressant et on va dire également très dans la mode d'aujourd'hui par rapport à l'obsolescence qu'il peut y avoir sur certains produits, des produits très durables dans le temps, bien supérieurs à 10 ans, puisque ce procédé thermochimique de sorption solide-gaz, on n'a pas encore trouvé de limite de durée de vie du matériau. On n'a pas de partie tournante dans le système, comme vous le savez, ce qui fait que c'est un produit très durable. Alors, très intéressant pour nos clients, peut-être un peu moins pour l'entreprise, puisque les clients qui ont le produit, l'essayer, c'est adopter, ils le gardent pour des années. Donc voilà, donc en page suivante, nous avons une explication du principe de fonctionnement. Donc là, si vous appuyez sur voilà, donc, il est rechargé sur une prise de secteur très simple de 16 ampères. Donc ça, quels que soient les produits, vous verrez par la suite la gamme qui sera présentée. La recharge dure 6h30 pour une disponibilité d'énergie et de produits qui peut aller de 12 heures à 60 heures. Donc, de manière minimale, vous le verrez par la suite, tous les produits sont qualifiés pour offrir à nos clients 12 heures d'autonomie par 43 degrés extérieurs. L'aspect différenciant de la solution également de sorption de solide gaz, c'est que une fois que la recharge électrique est faite sur la prise de secteur, l'énergie est disponible, donc immédiatement ou bien après plusieurs mois. C'est-à-dire qu'on peut le recharger, mais n'utiliser le produit que 6 mois, même un an après. Il n'y a pas de déperdition ou de perte d'énergie comme on pourrait l'avoir dans les batteries électrochimiques. Et enfin, la puissance instantanée, le système thermochimique, donc c'est un système chimique qui permet de descendre très rapidement en température la partie, le compartiment. Et on a travaillé en plus au cours des dernières années pour réduire de 50% ce temps de descente grâce à une nouvelle gamme que je vous présenterai tout à l'heure.
Donc voilà, donc ensuite, en page suivante, bon, il y a des multiples bénéfices qui sont présentés par rapport, donc on l'a déjà vu précédemment, l'environnement. Maintenant, je vais plutôt citer sa compatibilité et c'est vraiment son adéquation avec la chaîne du froid et quel que soit le vecteur utilisé. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est totalement en ligne vers bon, les nouvelles demandes de logistique, les nouveaux besoins, c'est-à-dire des vélos, des tricycles, des scooters électriques, jusqu'aux véhicules, bien entendu, à 4 roues électriques ou des véhicules thermiques. Donc, également, d'un point de vue autonomie, ça c'est très important, bien sûr, pour le dernier kilomètre et pour la mobilité. Une autonomie totale du système, indépendante, je l'ai dit précédemment. Et quel que soit le produit, une garantie de 12 heures de fonctionnement par 43 degrés extérieurs. Hier, bon, pour ceux qui ont assisté également à la conférence sur la qualification des équipements de la chaîne du froid, un petit mot justement sur cette gamme-là, puisque toute la gamme, tous les produits ont été qualifiés ATP par le Sémafroid. Ils sont également certifiés PIC. Donc, on a fait tous les essais de toute la gamme également, toujours réalisés dans les locaux du Sémafroid. Mais également, on est allé un peu plus loin dans le groupe Sofrigam, dans lequel donc Colombey Technologies est partie intégrante. Le laboratoire Atermétrologie a réalisé tous les essais de qualification par des profils de température fixes ou variables, mais également d'homogénéité de température dans tous les compartiments. Donc, tous les produits de la gamme sont tous qualifiés, certifiés, et donc, bien entendu, sont matériels qui sont tout à fait compatibles, utilisables. On va parler du programme Éclair ou pour nos clients qui veulent une solution pérenne et performante d'un point de vue du froid. Donc voilà, en page suivante, nous avons les vues des groupes froids de la gamme produits. Donc, c'est une gamme qui a été développée au cours des dernières années. C'est une nouvelle gamme qui permet d'adresser en fait tous les besoins en froid. Donc, on a quelques produits qui sont en moins 20 degrés, la majorité qualifiée ATP en 2,8, mais également on a des produits donc en 15-25. Pour tous les produits thermosensibles qu'on peut retrouver dans la chaîne du froid, qu'elles soient alimentaires ou médicales, et 200 litres à 2,5 mètres cubes. Donc, on a des groupes froids on a des puissances de quelques centaines de watts jusqu'à 600-800 kilowatts qu'on peut avoir sur certains produits, en particulier pour les gros véhicules de type Kangoo, et des énergies embarquées qui permettent de tenir les fameux 12 heures ATP ou 12 heures par 43 degrés, quels que soient les produits. Donc voilà, en page 6, quelques exemples d'application de ces produits que vous avez vus précédemment. Donc pour terminer sur ma présentation, et vous verrez donc là, dans cette présentation-là, on retrouve quelques produits connus sur notre partenariat avec Ligier. Le Pulse 3, que vous voyez au centre, le scooter électrique, et le Pulse 4. Le Pulse 4 en particulier utilisé aussi par Petit Forestier pour la livraison de dernier kilomètre, surtout en centre urbain. Mairie de Paris, bien entendu, on a un client qui utilise assez fréquemment ce type de solution, mais aussi, vous voyez, des solutions de conteneurs embarqués dans des véhicules secs, donc type Kangoo, Master et autres, et enfin des rôles qui peuvent être intégrés dans une chaîne logistique du froid, et encore une fois, donc, comme cité précédemment par Lamberey, des solutions qui peuvent être compatibles de multi-températures. C'est-à-dire que ça peut être embarqué dans un véhicule sec et avoir des produits, certains rôles en 2,8, d'autres en moins 20 degrés ou en 15-25. Donc voilà quelques exemples. Je terminerai juste par vous citer en page finale le site de Colombey Technologies, colombey.com, et pour les applications, sofrigam.com. Vous retrouverez plus de détails sur la technologie sur le site de Colombey et les applications potentielles que vous verrez sur tous les produits de la gamme sur le site de Sofrigam. Voilà, j'ai terminé ma partie.
Merci David pour cette présentation et sur des solutions qui sont connues dans la réfrigération depuis très longtemps. Hein. Le brevet de l'absorption ammoniaque date de 1859, mais sa mobilisation sous la forme qui lui a été donnée par Koldewey et son industrialisation a nécessité beaucoup de travaux, et en particulier pour atteindre les performances qu'on lui connaît aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est un élément important, c'est qu'en réfrigération et dans les innovations, on a beaucoup de choses qui ont été explorées, qui n'ont pas forcément été poussées jusqu'à l'industrialisation, la commercialisation, et que donc c'est aussi un gisement possible d'idées pour avancer. Nous allons poursuivre avec une présentation de Davide Sibona d'Autoclimat sur la vision de la société sur le transport frigorifique. Davide? Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. OK, merci beaucoup. Je veux remercier Gérard et Julien pour cette opportunité. Pour l'entreprise Autoclimat, c'est la première fois effectivement qu'on a une opportunité comme ça. Donc, on a concentré surtout la présentation pour vous présenter les groupes et après pour vous donner une vision par rapport au futur et aussi au présent, pour suivre aussi la question qu'il y avait avant, il faut de l'inspiration. Donc, nous, et comme Autoclimat et comme groupe, on est effectivement désormais au service de la logistique du transport frigorifique. On s'est concentré dans les années, surtout pour ce qui concerne les transports de médicaments, mais aussi pour suivre la chaîne du froid. À la page suivante, s'il vous plaît. Et il y a une petite présentation du groupe, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'est concentré surtout pour Autoclimat, mais en 2017, il y a eu un changement important parce qu'Autoclimat a été racheté par la société Indelby, qui s'est cotée à la bourse de Milan et qui fait des frigos, et on devra après. Et Autoclimat, par contre, a racheté en 2021, en janvier, la société électrique Station Climatisation, qui est une société active en France dans les domaines de froid. Et récemment, donc en mai 2021, la société CA en Italie. La page suivante. Ça, c'est une petite histoire de la société Autoclimat aujourd'hui. Donc, c'est une société avec une histoire de plus de 50 ans parce qu'elle a été créée en 1963. Et dans les dernières années, on a eu un procès d'internationalisation avec la création de différentes filiales à l'étranger, donc soit en Allemagne, soit en Espagne, soit en Pologne, soit en Russie. Et après les rachats par Indelby, qu'on a mentionné avant en 2017, on a effectivement continué un procès d'agrandissement avec les rachats en 2022-2021 de l'Electric Station SCA. À la page suivante. On vous donne certains numéros en termes de chiffres. Donc, le groupe Indelby, en 2020, pendant la pandémie, il a eu un chiffre d'affaires au niveau consolidé de 127 millions d'euros. Autoclimat Italie avec 30 millions d'euros. Les filiales à l'étranger sont des sociétés exclusivement commerciales, donc sont plus petites. Par contre, l'Electric Station en 2020 a contribué avec un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et c'est avec 6 millions en 2020. On est un groupe qui, au 31 décembre 2020, il avait plus de 800 personnes, mais il y a une tendance à augmenter soit en termes de personnes, soit en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'effectivement, dans les premiers trimestres de 2021, au niveau consolidé, le chiffre d'affaires, c'était de 43 millions contre les 30 millions de l'année passée. Donc, on a eu une augmentation de plus de 40%, à peu près. À la page suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est la présence du groupe dans le monde. Donc, on est présent directement comme Autoclimat dans les pays européens que j'avais déjà vous mentionné. Et comme Indelby, on a effectivement des filiales directes, soit en Chine,
soit dans l'Amérique du Nord, soit en Brésil. Page suivante. Autoclimat et Sémafroid, il a une histoire ensemble depuis plusieurs années. On a effectivement commencé à faire les homologations ATP pour promouvoir la gamme de réfrigération sur les marchés français. Cette opportunité nous a permis effectivement d'augmenter soit la connaissance de la régulation en termes de froid en France et en Italie, soit d'augmenter la connaissance de la société électrique station climatisation. Et donc, on peut dire qu'aussi un merci à Sémafroid, on a effectivement décidé de faire un rachat sur le territoire français. Page suivante. Le groupe, il est actif dans plusieurs secteurs. Donc, soit dans l'agriculture, air moving machine, climatisation pour les minibus et les midibus, pour des véhicules spéciaux, pour la réfrigération. Page suivante. Comme Indelby, on fait soit les frigos pour les camions, des groupes frigorifiques pour le leisure time, des frigos pour les tolleries. Page suivante. On a des tools de production qui nous permettent effectivement de faire tous les tests, donc la thermoformeuse, la chambre climatique pour essayer notre groupe soit température positive, soit température négative, et tous les autres outillages qui sont typiques de la thermoformeuse. À la page suivante. Les groupes de climatisation sont développés normalement en Italie et c'est fabriqué avec des composants que pour la plupart ils viennent de l'Union européenne. Et avec les derniers achats, on peut dire qu'on a une base technique de fabrication importante aussi chez Electric Station, donc au nord de Paris. À la page suivante. Ça, c'est un petit cluster de clients plus importants pour chaque société. Donc, on a des spécificités complètement différentes. Indelby, c'est surtout concentré dans la OEM pour la réfrigération portable pour les camions. Autoclimat, surtout pour les transports personnes et récemment pour les transports frigorifiques. Electric Station, soit du frigo, soit de la climatisation pour les domaines militaires. Et CA, surtout pour des solutions de climatisation pour les véhicules agricoles et travaux publics. Page suivante. Un panorama très rapide de l'offre d'autoclimat en termes de climatisation et de réfrigération avec plusieurs produits avec différents secteurs. À la page suivante. Aussi des frigos pour les camions ou des groupes climatisation pour le leisure time et pour l'hospitality. À la page suivante. Ça, c'est une slide apparemment vide, mais c'est en réalité la slide la plus importante. Autoclimat, dans les dernières années, effectivement, a travaillé vraiment beaucoup pour préparer des solutions liées à la logistique du pharma, soit pour ce qui concerne les transports véhiculaires, normalement avec des fourgons jusqu'à une dimension de 3,5 tonnes de dimension, en proposant soit solutions de climatisation, donc pour les températures 8-15 degrés, soit avec des systèmes de réfrigération homologués ATP. Mais la chose, l'évolution la plus importante qui nous a donné effectivement une inspiration pour poursuivre les mots de Gérald en 2018 a été un développement des groupes frigorifiques dédiés au transport pharma au niveau aérien. Donc, on a développé des groupes de climatisation frigo installés sur les containers
pour les avions, qui ont effectivement un niveau technologique très élevé et qui a été tourné très utile dans les mois récents pour le transport des vaccins sur la base ARN, parce qu'il faut garantir la connectivité, la traçabilité des lots qui sont transportés à l'intérieur du conteneur. Donc là-bas, c'est un travail très grand qui a été fait par les boutons techniques de Autoclimat avec une société qui fabrique les containers ARN. Les containers, ils ont les homologations des différentes autorités mondiales parce qu'il faut imaginer qu'un container, il part du Canada avec moins 10 degrés, il peut atterrir à Dubaï avec place 35 degrés. Et donc, il faut garantir toute la chaîne du froid pour tout le transport. Il fonctionne soit à batterie et soit à électricité. Malheureusement, à cause des contrats de confidentialité, je ne peux pas vous montrer ni les fabricants de containers, ni les groupes frigorifiques. Mais ça, effectivement, c'est la nouveauté plus importante dans laquelle Autoclimat a travaillé dans les dernières années pour la chaîne du froid et pour les transports pharma. Bon, avec ça, j'ai terminé. Je vous remercie tous pour l'attention. Merci beaucoup, David, pour cette présentation d'un panel d'activités et de passerelles entre des technologies de la climatisation, de la réfrigération et effectivement certaines niches aussi, et c'est important de s'y adresser, de modification de l'offre de transport, comme les conteneurs aériens, par exemple, en sont un exemple. Cette évolution, la gamme des matériels utilisés pour le transport s'élargit et nous allons avoir un autre exemple de ce sujet-là, de cette diversification des matériels de transport avec l'intervention de Pierre-Louis Dumas, qui est le directeur technique de Cluster, qui va nous présenter les solutions de vélo cargo, solutions du dernier kilomètre dans l'hypercentre. Alors, on passe de l'avion à la bicyclette. C'est un peu le grand écart, mais c'est celui que nous sommes tous en train de vivre aujourd'hui, qui est d'être capable de répondre avec des technologies qui assurent la chaîne du froid et sa continuité, que l'on soit dans les airs, sur mer ou sur terre, et que l'on soit sur les autoroutes ou dans des ruelles pour livrer le client. Pierre-Louis, je te laisse le micro et bonjour à tous. Merci à Gérald et au Sémafroid de m'avoir invité pour présenter une solution sur laquelle on travaille depuis maintenant presque 10 ans. Donc une société Cluster et une solution qui s'appelle Frigone. On est parti d'un constat, le constat simple que les villes sont aujourd'hui de plus en plus encombrées et saturées, que 30% des véhicules utilitaires occupent la voirie urbaine et représentent 70% des émissions de particules sur les véhicules conventionnels notamment, qu'on trouve 50% de la congestion des villes qui provient de la livraison urbaine avec 80% d'arrêts illicites. Alors illicites, c'est comme on peut, puisque les villes deviennent de plus en plus encombrées. C'est des données qui sont données par l'ADEME. Que les collectivités en ont pris lourdement conscience et qu'aujourd'hui, ils réagissent sérieusement, puisque systématiquement dans les appels d'offres est mentionnée la nécessité d'amener un moyen vélo ou vélo cargo dans la proposition globale de services. Au niveau de la demande, aujourd'hui, ils sont cités dans les appels d'offres. La demande, elle est en gros de 1,5 à 2 mètres cubes de volume. En dessous, le business model est très compliqué à organiser pour des sociétés qui font cette activité, surtout quand ils font des livraisons pratiquement gratuites. Ils demandent des solutions frigorifiques
en complément des solutions messagerie traditionnelles. Et puis aujourd'hui, il y a une nouvelle problématique, c'est les accès sur les ZFE qui sont souvent, quand elles sont en horizontale, en surface, ça va bien. Quand on commence à aller dans les parkings souterrains, on voit qu'il y a des problématiques pour sortir ou rentrer dans ces fameux parkings. La concurrence, aujourd'hui, on ne s'est pas mis en concurrence de quelque chose. Le constat, c'est que les bulles, qu'ils soient thermiques ou même aujourd'hui électriques, sont obligés d'être immatriculés, ont obligation pour le chauffeur d'avoir un permis, etc. Donc ici, on a balayé rapidement l'ensemble. Une charge utile nécessaire qui se promène entre 200 et 350 kg. Un volume 1,5 à 2 mètres cubes, la nécessité ou pas d'avoir un permis de conduire. Le vélo permet de donner accès à des gens qui ne l'ont pas d'avoir un métier. La décongestion, la circulation sur les voies cyclables qui reste interdite aux véhicules immatriculés, la circulation dans les voies piétonnes et ces espaces urbains qui se développent très vite, l'accès au parking souterrain, un vélo chargé, quand on commence à monter des pentes à 12 ou 13%, ça devient compliqué. Et puis les hypercentres piétonniers qui, eux, définitivement, pendant la journée, sont inaccessibles à la mobilité traditionnelle. Une solution, celle qu'on a développée depuis près de 10 ans maintenant, donc, qui s'appelle Freegood, c'est le nom de notre véhicule. C'est un vélo cargo, c'est un produit qui est devenu robuste et fiable aujourd'hui après 6 ans d'essuyage de plâtre et de problèmes où on a traité beaucoup de difficultés. C'est un véhicule qui reste vélo, il emprunte les voies cyclables, il reste modulaire, vous allez le voir, on a plein de métiers dessus. Le froid n'est qu'un métier des 6 métiers qu'on offre aujourd'hui à ceux qui nous choisissent. Il protège bien sûr l'utilisateur et l'environnement, on a énormément travaillé sur l'ergonomie et la sécurité. Il produit du froid en roulant pour la partie frigo. Il a une journée d'autonomie, c'est largement suffisant pour ce qu'on a besoin, voire une demi-journée dans certains cas. Et il commence à être utilisé sérieusement par les grands comptes professionnels. Il faut savoir qu'au niveau du vélo, aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'il n'y a pas d'organisation sur le vélo professionnel. 90% de l'ensemble des choses qui se font se fait autour du vélo pour les particuliers. Et donc, c'est très difficile de discuter au niveau normatif, réglementaire et autres sur le besoin professionnel du B2B, alors qu'aujourd'hui, tout le vélo est fait B2C. Voilà. La conclusion, les ZFE qui ont été mis en place en 2020, une solution pour gestionner les hypercentres, ça crée de l'emploi et puis il y a aussi un impact positif fort sur la visibilité de la population et des orientations. Aujourd'hui, il y a 80 véhicules en exploitation et ici, on voit un peu tous les modèles de ce que l'on peut faire. Donc, il y a bien sûr la caisse frigo, il y a la caisse sèche dans tous les métiers de dépannage, les plombiers, etc., qui gagnent énormément de temps, notamment au niveau du stationnement ou des amendes parisiennes. Il faut savoir que certains ont plus de 1 000 € d'amende mensuelle dans ce qu'ils font. Et ils perdent pratiquement 1h30 par jour à trouver du stationnement. Tout ça, ça se convertit en travail. Au niveau du véhicule en lui-même, donc c'est un châssis cabine, un vélo à assistance électrique. L'assistance électrique a beaucoup d'intelligence. Aujourd'hui, on a de l'anti-recul dans les montées, on a une accélération de puissance quand on a besoin dans les montées, on peut freiner l'ensemble du véhicule. Chargé à plein, c'est un véhicule qui peut faire 650 kg avec son chauffeur. On a des performances donc, de franchissement, la montée jusqu'à 16% chargée. Ça permet de sortir des parkings souterrains. Aujourd'hui, un vélo traditionnel aux jambes, c'est impossible de le faire. Et puis, dans les descentes, de la récupération d'énergie qui permet encore d'améliorer l'autonomie. Une vitesse limitée à 15 km/h. Aujourd'hui, la législation sur les vélos électriques dit que la vitesse doit être 25 km/h. On s'aperçoit qu'en ville, avec une vitesse moyenne de circulation des véhicules à 13 km/h, 15 km/h est largement suffisant, surtout dans un espace piétonnier. Il ne faudrait pas aller au-delà. Je vous rappelle que quand on a un vélo de 650 kg qui va croiser un petit gamin sur son vélo avec ses parents qui, lui, ne pèsent rien, on est à peu près sur le rapport d'une voiture avec un camion de très bonne taille. Donc, on a volontairement réduit cette vitesse pour l'exploitation. C'est quelque chose qui sert dans l'hypercentre. On a aussi amené aujourd'hui avec ce véhicule énormément de services et d'applications, notamment une application IoT, c'est-à-dire que tous nos vélos dans la nouvelle gamme présentée n'ont plus de rétroviseur. On a un système AirVision, un système à 3 caméras qui donne une vue à 180 de l'ensemble de l'arrière du véhicule, du siège du chauffeur et des caméras. On trouve ça un peu sur les Actros aujourd'hui ou sur certaines Audi. On a aussi, par ce système d'IoT,
un transfert de données qui nous permet à tous nos utilisateurs de leur donner de l'information sur leur mode d'exploitation. Quand on va parler du froid, on a tout ce qui est enregistrement de température en temps réel, nombre d'ouvertures de portes, programmation du véhicule, charge, décharge, mise en froid ou pas. Voilà, donc ça, c'est des services très importants. On a développé aussi un produit d'assurance, puisqu'aujourd'hui, un vélo s'assure pour les entreprises dans la responsabilité civile de l'entreprise. Comme ça reste un véhicule, s'il y a des chocs, ça va charger inutilement la compagnie, la police d'assurance. Et donc, grâce à cette assurance que l'on a développée avec le groupe AXA notamment, nos véhicules s'assurent indépendamment de la police de l'entreprise. On propose bien sûr toutes les solutions de financement. Aujourd'hui, je vous ai mis ici quelques utilisateurs de nos véhicules. Donc, il y a un partenaire qui a été important dès le départ, qui s'appelle Petit Forestier. Je tiens à les remercier pour le push qu'ils ont mis sur le vélo en utilisant depuis pas mal d'années un certain nombre. On en a d'autres sur une société qui fait pas mal parler d'elle actuellement sur Paris, qui s'appelle Vplush, qui a organisé un système à la fois de distribution de produits alimentaires pour les restaurants et de recollecte de leurs déchets dans la même tournée avec une optimisation à ce niveau-là. Après, on a plein d'autres métiers. On voit le métier glacier, qui à lui tout seul permet de générer un chiffre d'affaires de près de 100 000 € sur une période fin avril, début septembre. Donc ça, c'est aussi un point très important. On a bien sûr de la caisse sèche pour les métiers du dépannage, des plombiers, électriciens. On a de la benne à déchets qui est utilisée aujourd'hui chez des acteurs tels que Pizzorno, Coved et puis certaines agglomérations, le Grand Lyon. Et puis, on a le métier parquet jardin aussi. Là, c'est tous les véhicules qui sont utilisés, soit dans des espaces resort, sur des golfs, dans des propriétés privées, dans des ensembles de lotissements pour le nettoyage et l'entretien. Et puis, par les villes elles-mêmes. Et on a découvert quelque chose au niveau des villes elles-mêmes, c'est que le cantonnier qui avait avant juste ces deux bennes à pousser et un balai, qui était en taux d'absentéisme relativement élevé parce que conditions météo et autres, avec ce vélo-là, il a récupéré de la reconnaissance. On a énormément baissé le taux d'absentéisme des personnes. Et donc, ça donne beaucoup de visibilité et d'avance. Voilà. Aujourd'hui, on est un des rares véhicules qui, au niveau de l'ensemble de son frigo, est qualifié ATP, puisqu'on est aussi homologué en tant que constructeur ATP, où on peut demander nos attestations sur la maîtrise de nos sous-traitants ou la réalisation par nous-mêmes de certains matériels. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et retenez l'adresse email pour plus d'informations et l'adresse Internet. Merci à tous. Merci Pierre-Louis pour cette présentation. Je pense qu'on a balayé déjà un certain nombre de sujets intéressants et d'actualité sur l'avenir. Je vous propose de faire une pause, mais après les questions, si l'on en a dans la salle ou en ligne. En ligne, je n'en vois pas. Vincent, il ne semble pas que nous ayons de questions sur le chat. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet dans la salle? Parce que les présentations, et j'en remercie les intervenants, étaient très clairs sur ces solutions-là, et je pense qu'on peut aussi en discuter pour ceux qui sont ici à Fresnes autour d'un café et de certaines de ces innovations. Je remercie aussi les entreprises et les constructeurs qui ont mis sur le site ici ces innovations. Donc, on peut voir en remontant les présentations un véhicule cluster, un vélo cargo cluster sur le parking du Sémafroid en version frigo, évidemment. On peut voir aussi un véhicule Lamberey qui est exposé là. Et on peut voir aussi les véhicules qui seront présentés tout à l'heure dans la deuxième partie, du moins pour un certain nombre d'entre eux, et les différents exposants. Donc, profitez-en pour voir ça. On recommence dans 30 minutes à 10h30.